Maya Brooks se tenait devant l'enchère de garde-meubles avec ses derniers 27 $ en poche, tandis que les gens se moquaient d'elle rien que pour s'être déplacés. Elle voulait simplement un endroit où garder son fils au chaud une seule nuit. Quand elle ouvrit l'unité abandonnée, la foule rit plus fort, jusqu'à ce qu'elle découvre un coffre métallique fermé à clé portant un nom que personne ne s'attendait à voir. Elle se figea en réalisant ce qu'elle tenait entre ses mains. Avant de continuer, on vous invite à cliquer sur « S'abonner ». Votre soutien compte énormément pour nous et nous permet de vous proposer encore plus d'histoires fortes. Allez, on y va! Maya Brooks mesurait autrefois sa vie en heures de travail et en trajet pour l'école. Après la mort de son mari, dans une chambre d'hôpital lente et cruelle, elle s'est mise à compter les bouteilles. 1 près de l'évier, 2 sur la table de nuit, 3 sous le lit. Quand le propriétaire a scotché l'avis d'expulsion sur sa porte, elle était déjà trop engourdie pour s'en soucier. L'injustice hurlait dans le couloir. Son mari s'était battu pour chaque respiration. L'hôpital les avait ruinés et le monde les jetait quand même à la rue comme des déchets. Les voisins observaient, derrière leur porte entr'ouverte, chuchotant sur la mère célibataire noire qui avait craqué après la mort de son homme. Personne n'est intervenu. Personne n'a proposé de l'emmener. Ses nains tremblaient en faisant ses cartons, plus de chagrin, mais du manque. Son fils Jalen essayait de tenir le coup, pliant ses t-shirts usés avec des gestes lents et soigneux pour qu'elle ne voie pas ses yeux briller. Il a demandé s'ils iraient chez de la famille. Elle a changé de sujet, disant qu'il trouverait une solution, la voix rauque à cause de l'alcool bon marché. La nuit, il dormait derrière une station-service, au bourdonnement des frigos. Maya restait éveillée sur du carton, fixant l'enseigne orange, sentant chaque bleu dans son dos. Jalen se blottissait contre elle, capuche rabattue, faisant semblant que le bruit des camions était de la pluie. Les inconnus enjambaient leur corps pour acheter des chips sans même baisser les yeux. Les refuges connaissaient son nom. Ils connaissaient son dossier, les rechutes, les rendez-vous manqués, les avertissements. Quand elle est arrivée un soir en titubant, sentant la fumée et le regret, la femme de l'accueil n'a même pas froncé les sourcils. Elle a simplement poussé un formulaire, le lit était pris. Quand Maya s'est retrouvée de nouveau sur le trottoir, elle était vide. Son portefeuille contenait 30 $ froissés et une carte alimentaire périmée. Son téléphone affichait 10 messages non lus de numéros qu'elle refusait d'appeler. Jalen marchait à côté d'elle en silence, serrant la bretelle de son sac à dos jusqu'à s'en blanchir les phalanges. Au coin de la rue, une foule s'était rassemblée autour d'une rangée de portes métalliques et d'un homme qui parlait vite avec un clipboard. C'est là qu'elle a vu l'unité 14 pour la première fois. Des gens en blouson propre riaient, agitaient des pancartes numérotées, plaisantaient sur les rêves ratés enfermés dans des boîtes en métal. 2 ados filmaient avec leur téléphone. Le vent glissait sous le pull trop fin de Maya et lui donnait la chair de poule. Son ventre gargouillait. Jalen l'a entendu et a détourné le regard. Elle avait prévu de passer tout droit. Les enchères, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Elle n'en avait pas. Mais plus elle ralentissait, plus ses portes d'acier ressemblaient moins à du stockage et plus au dernier toit encore prêt à l'accueillir. Maya s'est approchée de la foule d'un pas hésitant, attirée par le bruit et par un mince espoir d'abri. Jalen restait collé à elle, scrutant chaque mouvement comme s'il s'attendait à ce qu'on les chasse. Le commissaire-priseur aboyait les chiffres pendant que les gens levaient leurs pancartes avec assurance. Chaque unité s'ouvrait dans un grincement métallique suivi de grognements ou de rires quand les enchérisseurs jugeaient le contenu. L'unité 14 était à l'écart, porte cabossée, étiquette à moitié décollée, poussière partout. Un homme a plaisanté en disant que même les araignées avaient déménagé depuis des années. Un autre a reniflé que c'était bon qu'à servir de décharge. La foule a ri de ce rire détaché qu'ont les gens quand ils se sentent tous à l'aise. Maya regardait les coins vides en imaginant un sol froid où elle et son fils pourraient se cacher une nuit. Ses paumes étaient moites, sa respiration courte. Elle savait à quel point ça paraissait ridicule, mais le désespoir la poussait en avant. Jalen a murmuré qu'il pouvait continuer à marcher. Elle a hoché la tête, sans bouger. Quand le commissaire-priseur est arrivé à l'unité 14, presque personne n'a levé la tête. Il a lancé le prix de départ, la voix résonnante sur le béton. Silence. Une femme a marmonné que l'endroit sentait la malédiction. Un homme a plaisanté que celui qui y toucherait attraperait des puces. Maya a levé la main. Tout a changé en un instant. Les têtes se sont tournées. Quelqu'un a ri dans sa barbe. Un ado qui filmait a chuchoté que ça allait devenir viral pour de vrai. Maya a baissé les yeux mais gardé la main levée. Jalen a dégluti, agrippant le bas de son pull.
Le commissaire-priseur a répété le prix, presque amusé. Personne n'a surenchéri. Il a regardé autour de lui une fois, deux fois, puis a claqué son clipboard dans sa paume, adjugé pour 27 $. La foule a applaudi en se moquant, quelques voix criant qu'elle avait trop payé. Maya a ignoré la brûlure, même si sa poitrine se serrait. Elle s'est avancée, le petit trousseau de clés que le commissaire-priseur a laissé tomber dans sa main. Le métal était froid, granuleux, comme s'il portait une histoire de déception. Jalen se tenait derrière elle, passant d'un pied sur l'autre, comme s'il se préparait à une nouvelle déception. Quand la serrure a cliqué, un souffle d'air rance lui a effleuré le visage. La poussière a tourbillonné dans la lumière. Des bouts de carton, des cintres cassés, des caisses pourries. Ça semblait sans valeur. Abandonnée par quelqu'un qui avait cessé de s'en soucier bien avant qu'elle arrive. Un couple près de la porte a murmuré qu'elle aurait mieux fait d'acheter à manger. Un autre a dit qu'elle dormirait dans les ordures ce soir. Maya a tout entendu. Elle est entrée quand même. Jalen l'a suivie, poussant du pied une poubelle en plastique fendue. Maya s'est agenouillée, écartant les débris, cherchant un coin assez propre pour sa manger. Ses doigts ont heurté quelque chose de solide, métallique, caché sous une étagère effondrée. Un coffre, lourd, fermé à clé, déplacé au milieu du chaos. Quelque chose a vacillé dans la poitrine de Maya, faible mais vif, comme si l'univers s'était raclé la gorge. Elle a dégagé plus de débris, révélant complètement le coffre métallique. Surface cabossée mais solide, bord couvert d'étiquettes fanées presque illisibles. Jalen s'est accroupi à côté d'elle, murmurant que ça avait l'air important. Sa voix mêlait peur et espoir, comme s'il ne voulait pas y croire trop vite. Elle a tiré sur la poignée. Le coffre a à peine bougé. Un nuage de poussière les a fait tousser. Depuis l'entrée, un homme a plaisanté qu'elle avait trouvé son trésor poubelle. Un autre a ri en disant qu'elle n'avait qu'à vendre le cadenas pour s'acheter de l'essence. Maya leur tournait le dos, mâchoire serrée, doigts tremblants en essuyant le dessus. Une petite gravure est apparue sous la crasse. Docteur Adrien Keller. Ce nom ne lui disait rien, mais le ton formel l'a fait s'arrêter. Elle a réessayé le loquet, toujours fermé. Elle a respiré lentement, comme la conseillère en deuil le lui avait appris autrefois, avant qu'elle arrête les séances. Inspirez, retenez, expirez. Son pouce s'est calmé. Jalen lui a touché l'épaule, montrant un coin où traînait une fine tige métallique parmi des planches cassées. Maya l'a prise, l'a glissée sous le loquet et a poussé. Le métal a gémi. Un dernier coup et le cadenas a cédé dans un craquement fatigué. Elle s'est figée une seconde, surprise par sa propre force. Quand elle a soulevé le couvercle, l'air rance a bougé de nouveau. À l'intérieur, des cahiers enveloppés de plastique, de petits contenants scellés, des enveloppes et un épais journal en cuir avec la même plaque que le coffre. Tout était rangé avec soin, pas jeté comme des déchets. Jalen a murmuré que ça ressemblait à des trucs scientifiques. Maya a froncé les sourcils devant les schémas de la première page qu'elle a sortis. Écriture serrée, croquis chimiques, notes sur des essais, des refus d'autorisation. Son mari lui montrait autrefois des brochures médicales en traçant les schémas du doigt, plein d'espoir. Elle s'est assise, stabilisant sa respiration en lisant quelques lignes du journal en cuir. Keller parlait d'un traitement auquel il croyait, d'une percée qui, selon lui, pouvait changer le sort des patients incurables. Il décrivait des réunions interminables, des murs politiques, un comité qui l'avait écarté. Ses mots transpiraient l'épuisement et la lucidité. Un homme qui voyait son rêve s'éteindre mais continuait à pousser. Maya a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas encore de l'espoir, mais une reconnaissance. Le ton de ses écrits ressemblait à celui de la voix de son mari quand il se battait pour vivre. Ce feu têtu qu'elle admirait autrefois. Jalen s'est penchée, étudiant son visage. Elle n'avait pas remarqué que des larmes coulaient jusqu'à ce qu'il en essuie une rapidement avec sa manche. Plus elle lisait, plus son dos se redressait. La pièce semblait plus silencieuse. Même les murmures dehors s'estompaient. Ce n'étaient pas des déchets. Ce n'était pas un hasard. C'était comme une main tendue depuis une autre vie qui lui disait de se relever. Maya a refermé le journal, le serrant contre sa poitrine en instant. Sa respiration s'est calmée, son regard s'est affûté. Le coffre n'était pas simplement du rangement, c'était une étincelle. Le lendemain matin,
Maya a quitté le garde-meuble avec le coffre attaché sur un diable emprunté et un regard que les gens n'avaient pas vu sur son visage depuis des années. Jalen poussait derrière, grognant sous le poids. Quelques enchérisseurs de la veille les ont regardés partir en chuchotant qu'elle allait sûrement vendre le métal à la ferraille. Maya n'a corrigé personne. Le journal restait dans sa veste, tout contre ses côtes. Premier arrêt, une petite clinique. L'hôtesse a à peine levé les yeux quand Maya a posé les notes de Keller sur le comptoir. Dès qu'elle a compris que Maya n'était ni médecin ni étudiante, son sourire s'est crispé. Elle a repoussé les papiers comme s'ils étaient contagieux et a dit que la clinique n'était pas équipée pour ce genre de matériel étrange. Maya l'a remercié quand même et est repartie, mâchoire serrée. Ensuite, une université. Un vigile l'a regardé monter les marches, les yeux fixés sur ses chaussures usées et ses mains tremblantes. À l'intérieur, 2 chercheurs ont parcouru les schémas mais ont balayé le travail en moins d'1 minute. L'un a dit qu'elle comprenait mal de vieilles données. L'autre a insinué qu'il s'agissait de propagande jetée il y a des décennies. Leur ton lui a donné la chair de poule. Jalen les fixait, hésitant entre colère et honte. Maya ne lui en voulait pas, elle ressentait les deux. Les jours suivants, elle a continué à trimballer le coffre par tour, encaissant des remarques qui blessaient plus qu'elle ne l'aurait cru. On la traitait comme une nuisance, une folle qui courait après des chimères. Certains regardaient ses mains tremblantes et pensaient qu'elle consommait encore. Elle sentait leur jugement glisser sur sa peau comme de la crasse ancienne. Le sevrage lui faisait mal au corps, mais arrêter la rendait obstinée. Elle refusait de retomber. À la 5e tentative, un assistant de labo nommé Ren a vu la gravure Keller et s'est figé. Il a demandé d'où venait le corps, la voix basse, presque prudente. Il l'a conduite auprès d'un petit groupe de chercheurs qui ont pris le temps d'étudier les notes. Leur changement de posture lui a dit qu'il reconnaissait quelque chose de sérieux. Mais la reconnaissance a apporté le danger. Un membre du conseil, le docteur Lys, est arrivé après avoir été prévenu. Son sourire était trop lisse. Quand il a feuilleté le journal de Keller, son expression s'est crispée une fraction de seconde. Maya l'a vu. Il a insisté pour dire que les documents étaient obsolètes et devaient être mis sous séquestre, tendant déjà la main vers le coffre. Maya a reculé, une main sur le couvercle. Ron a bloqué Lys doucement, affirmant que le travail méritait une vérification. La tension a rempli la pièce. La voix de Lys s'est durcie. Il a accusé Maya de manipuler des recherches confidentielles. Elle a senti ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Au lieu de plier, elle a ouvert le journal à une page où Keller parlait de sabotage pendant ses essais. Ron a lu le passage à voix haute. Une phrase nommait un membre du conseil impliqué dans l'enterrement du projet. Le visage de Lys est devenu blanc. C'est à cet instant que Maya a compris qu'elle n'imaginait pas le poids de la vérité. L'enquête qui a suivi a été lente au début, mais le journal de Keller a forcé toutes les portes. Ron et les chercheurs ont retrouvé des emails, des propositions archivées, des rapports cités par Keller. Les dates coïncidaient. Chaque fil menait à Lys. La pression est montée jusqu'à ce que le conseil n'ait plus de marge pour le protéger. Quand le scandale a éclaté au grand jour, les investisseurs ont exigé que la recherche soit relancée immédiatement. Pour la première fois depuis des années, Maya s'est redressée sans effort. Elle n'était plus invisible. Le traitement est entré en développement. Les experts ont estimé la valeur du travail à plus de 100 millions de dollars. Ça ne lui a semblé réel que quand elle a vu le visage de Jalen s'illuminer pour la première fois depuis la mort de son père. Maya a contacté discrètement la femme et la fille de Keller. Elle les a rencontrés dans un petit café, leur a remis plus de 50 millions de dollars et leur a dit que cette découverte leur appartenait d'abord. Elles ont pleuré. Elle a tenu leurs mains sans trop parler. La gratitude n'a pas besoin de beaucoup de mots. Avec le reste de l'argent, Maya a construit un centre pour les familles écrasées par l'addiction, le deuil ou l'effondrement financier. Elle l'a rempli de conseillers qui savaient ce que signifie toucher le fond. Elle arpente les couloirs tous les jours, saluant les gens avec le calme qu'elle avait autrefois supplié qu'on lui rende. Un après-midi, seule dans son bureau, la paume posée sur le journal de Keller, elle a enfin compris la vérité. L'argent avait changé sa vie, mais la recherche l'avait sauvée. Elle l'avait tiré des ténèbres bien avant que le monde ne s'en rende compte. Maya a prouvé qu'un moment brisé ne définit pas une vie entière. Si son combat vous a touché, restez avec nous.
abonnez-vous et continuez à suivre les histoires qui vous rappellent à quoi ressemble la force quand le monde vous a rayé de la carte.